Moi, pour ma part, je prendrai la demande de changement utile. Donc, c'est plus une demande de changement TI, soit sur un équipement ou qui touche un équipement. Donc, je vais vous montrer ça sur mon écran. Donc, naturellement, j'ai déjà pré-complété ma demande de changement. Je ne vais pas passer par les étapes initiales parce que c'est vraiment, comme on a dit, une demande de changement peut être initiée par de différentes portes d'entrée. Ça peut être par un portail d'employés, donc c'est une demande qui va être publique dans l'organisation. Donc ça peut être un employé qui va venir au portail de l'employé et qui va initier une demande de changement, comme ça peut être une demande qui va être à l'interne, c'est-à-dire du côté des ressources dans ces deux, où la demande est privée, donc on va l'initier à partir de l'application. Donc pour cette partie-là, pour initier et compléter la demande de changement, euh, comme je vous ai dit, moi, elle est déjà complétée, mais n'hésitez pas à aller voir nos précédents webinaires pour voir comment compléter une demande et voir à quoi ressemble notre portail client. Si vous avez besoin aussi de faire de faire un catalogue de requêtes au portail. Donc, on a notre webinaire précédent sur ça aussi. Donc, moi, je vais commencer à l'étape où la demande a été complétée, que ça soit au portail ou par une des portes d'entrée qu'on avait dit. Donc, c'est une demande de changement TI. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe ici. Donc, on a par exemple un changement sur un serveur. Donc, il peut y avoir d'autres changements. Donc, moi, je suis allée avec un exemple comme ça. J'ai précisé l'équipement sur lequel je dois faire mon changement. Donc, Martine nous a parlé donc, de quelques étapes à faire avant de faire cette demande de changement. Donc, on aura besoin de justifier pour le comité d'approbation pourquoi on veut faire ce changement-là. Donc, une justification, il faut vraiment donc l'accompagner avec une documentation et expliquer pourquoi. Moi, j'ai juste pris juste un petit exemple comme ça, juste pour vous montrer. Et il faut avoir aussi un plan d'implémentation. Comment je compte mettre en place ce changement-là? Donc, par exemple, dans le cas d'un serveur, moi, j'ai pris mon exemple, je veux migrer des données d'un serveur à un autre et ma justification était que je n'ai pas d'espace, je n'ai pas assez d'espace. Donc, ça, je l'ai considéré, moi, comme un changement de type normal. Donc, comme Martine a dit, un changement de type normal, il a besoin d'une approbation du comité des changements. Donc, après avoir donné ma justification, je donne mon plan d'implémentation, comment je vais mettre ça en place et je donne mon analyse d'impact et des risques sur ce changement-là. Donc, il faudrait que je sache c'est quoi les impacts derrière ça et que je documente tout dans la demande de changement afin que le comité ou c'est le groupe de personnes qui viendront après pour faire une autre analyse que je vais vous montrer par la suite. Et ensuite aussi, Martine nous a précisé qu'il faut avoir un plan de retrait. C'est un plan de retour en arrière, que si jamais on ne peut pas mettre en place ce changement-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça va donner plus de confiance à mettre en place ce changement-là que ça ne va pas être stressant pour nous. À tout moment, on peut revenir en arrière et reprendre notre changement ou corriger ce qu'il y a à corriger et le remettre encore une autre fois en place. Donc ça, c'est très important d'avoir le plan de retrait et le plan de test. C'est-à-dire, c'est de tester ce changement-là avant de l'appliquer, de le tester quelque part. Ça peut être, par exemple, dans mon cas, moi, ça peut être dans un serveur de pré-production où le plan de test n'a pas d'impact. Donc, il ne va pas impacter mes données que j'ai dans mon serveur car je suis en train de faire un test non réel, juste pour voir si le processus fonctionne bien, si les étapes se font bien. Donc, si mon plan, je vais essayer d'appliquer dans les tests mon plan d'implémentation afin d'arriver à mon résultat. Si le changement a été fait, donc le test est réussi, à ce moment-là, on va pouvoir passer à la réalité, c'est-à-dire à mettre en place le vrai changement. Donc, pour ça, bien sûr,
il faudrait avoir une date planifiée. Dans le cas où nous, on est dans un changement, je vais juste monter un petit peu en haut. Donc, on a sélectionné le changement normal. Donc, un changement normal, on doit avoir notre date, quand est-ce qu'on veut mettre en place ce changement-là. Bien évidemment, c'est la date réelle du changement réel, on ne parle pas du test. Mais dans le test, on peut avoir une date, on va dire, par exemple, 3 jours avant de faire le changement réellement, on va le tester. Mais notre date qui est importante, qui va être affichée au calendrier, donc c'est la date du début de notre changement et la date de fin de notre changement. Donc ça, quand je veux faire un changement, il faudrait que je planifie quand est-ce que je vais le faire dans le calendrier de changement. Donc ça aussi, c'est une information très importante du côté du comité du changement qui vont vérifier dans le calendrier s'il y a d'autres changements qui ont été initiés par d'autres équipes et essayer d'adapter le tout. Donc, ça, c'est ma date de début et ma date de fin. Ensuite de ça, je vais vous montrer le processus. Donc, dans mon flux de travail, donc mon workflow, il va selon le type de changement que moi j'ai mis. Donc, on était dans le changement normal. Il va aller d'un côté ou d'un autre, selon des conditions. Donc, les conditions ici, c'est mes types. Là, je ne suis pas dans un type standard. C'est pour ça que mon flux de travail, il est faux. C'est-à-dire ma condition, elle n'est pas vérifiée. Ce n'est pas un standard. Donc, il est parti du côté faux. Et à ce moment-là, il a testé encore une autre fois. Est-ce que c'est un changement normal? Oui, on est dans un changement normal. Donc, c'est là qui va m'emmener vers le processus du changement normal. C'est ça qui va faire que, selon le type de changement que je vais avoir dans la demande, mon processus, il va suivre un chemin. Donc, soit le premier, le deuxième ou le troisième. Et ces 3 chemins-là, c'est les 3 types de changements. Donc, le premier qui est le standard. Donc là, on voit bien qu'on a la planification du changement par l'équipe. Le standard, on avait dit, on n'a pas besoin d'approbation. Donc, après ça, on a la mise en place. Il faut juste le planifier et après le mettre en place et mettre à jour ce qu'on a à mettre à jour avec les mises à jour suite à notre changement. Ensuite, donc là, dans notre cas, on est dans un changement normal, donc on a l'analyse des impacts. Et après ça, on a l'approbation de notre comité des changements. Et si l'approbation est passée, donc soit on va mettre en place le changement. Si elle est refusée, on ne met pas en place ce changement-là. Maintenant, je voulais vous montrer un peu dans l'analyse des impacts, qu'est-ce qui va être fait. Donc, après que la première analyse a été faite par le demandeur du changement, donc la personne ou le groupe ou l'équipe qui veulent mettre en place le changement, il y a l'autre équipe qui va recevoir ce changement-là. Il y aura l'autre analyse d'impact qui va être faite. Par exemple, donc, il y a donc j'ai 3 blocs. Donc, j'ai l'évaluation de la probabilité. Donc, ici, je pourrais regarder en fonction de la matrice ou du tableau de probabilité que j'ai. Je pourrais voir en fonction des informations que j'ai dans la demande de changement, du plan, de l'impact et des risques et tout, je pourrais donner une cote entre 1 et 5. Donc là, je pourrais suivre mon tableau de probabilité pour dire est-ce que c'est mineur, c'est modéré, c'est majeur. Donc là, je pourrais faire ma cote. Ensuite, j'ai la deuxième analyse d'impact. Donc, c'est pareil, donc c'est mon tableau qui va m'aider de 1 à 5 à classifier est-ce que c'est mineur, est-ce que ça affecte, est-ce que c'est un problème critique, est-ce que ça affecte d'autres serveurs, par exemple, dans mon cas. Donc là, je vais donner une cote sur l'évaluation de l'impact. Après avoir évalué l'impact, je pourrais donner ma cote. J'ai donc la troisième section, c'est l'évaluation des risques. Donc, j'ai aussi ma matrice qui va m'aider à faire mon évaluation, à dire si, par exemple, si c'est improbable que ça arrive avec, ça n'a pas vraiment d'importance, donc je suis dans un bas risque. Donc, à ce moment-là, je pourrais dire le risque est bas. Et comme
dans ce champ-là, par exemple, dans cette information-là, je pourrais l'avoir aussi comme des numéros de 1 à 5. Donc, je ne suis pas obligée d'aller avec bas, moyen, élevé et extrême. Donc, ça va m'aider si jamais je le fais comme une cote de 1 à 5. Je pourrais faire la moyenne des cotes que j'ai. Donc, des trois nuits de cotes que j'ai mis, je pourrais sortir une moyenne. Et à ce moment-là, par exemple, si je vois que l'impact est grand et les risques aussi sont grands, donc là, je donnerai par exemple une cote de 1, je dis juste ça comme un exemple. Et après, si j'ai une moyenne de 2, des trois sections, donc des trois analyses que j'ai fait, je pourrais sortir avec une moyenne de 2. Et à ce moment-là, je pourrais demander une autre approbation. Pourquoi? Parce que je peux voir que le risque est quand même élevé et à ce moment-là, on peut aller chercher la deuxième approbation d'une autre équipe qui pourra refaire une autre analyse et passer accepter ou refuser. Donc, on n'est pas tout le temps à mettre une seule approbation dans un changement normal. On peut aller chercher une deuxième approbation. Donc, ça, c'est l'analyse des risques que une fois que c'est fait, donc je vais revenir à mon workflow, une fois que c'est fait, cette étape va être fermée. Donc, ma tâche va être fermée et je pourrai suivre par la suite qu'est-ce qui va se passer dans mon changement. Donc, c'est des étapes prédéfinies qui sont toujours là selon le type de mon changement. Arriver à l'approbation du changement. Donc, suite à l'analyse, le comité d'approbation va revoir le tout et va approuver ou refuser le changement. Donc, à ce moment-là, je vais juste aller approuver, par exemple, pour ce changement-là. Pour qu'on puisse passer à l'autre. Ah, je n'étais pas la personne désignée pour approuver. Donc, mais c'est pas grave. Juste pour vous montrer que ici, selon la réponse du comité d'approbation. Donc, dans ce cas-là, moi, je ne fais pas partie du comité d'approbation. Donc, c'est lui qui va approuver ou refuser et non pas, dans mon cas, par exemple, n'importe quelle personne ou ressource qui viendra, elle ne pourra pas approuver le changement. Donc, le changement doit être approuvé vraiment par le comité ou le groupe d'approbation. Et ensuite de ça, arriver à le changement, s'il est approuvé, ben là, on va commencer un peu notre gestion de changement. Donc, planifier le changement, l'afficher dans le calendrier du changement et mettre en place le changement. Et ensuite de ça, aller chercher des mises à jour si jamais, donc pour mettre à jour mon nouveau serveur, mon ancien serveur, etc. Et bien sûr, si c'est faux, donc le changement ne passera pas, donc la demande va être refusée. Et là, le demandeur pourra recevoir la communication comme si la demande a été refusée. Donc ça, c'est dans le cas d'un changement normal. Je vais vous le montrer avec une vue de calendrier pour vous montrer comment on peut suivre notre changement. Donc là, je le vois bien que c'est la date que j'ai mis moi dans mon changement, donc la date de début et la date de fin de changement. Donc, je pourrais avoir les informations et je pourrais voir si j'ai d'autres changements planifiés en même temps. Donc, c'est ça que un peu qu'on fait dans l'analyse, voir il faudrait avoir un changement à la fois parce que beaucoup de changements à la fois, ça peut créer des mélanges, des confusions et tout. Donc, c'est mon calendrier qui m'aide à voir et mes changements ou les changements en général au sein de l'organisation. Donc ça, c'était dans mon exemple de changement normal. J'avais aussi un autre exemple, juste montrer rapidement sur le changement urgent. Donc le changement urgent, c'est la même chose, sauf qu'il ne passe pas par l'approbation. Donc il va passer les deux premières conditions qui étaient de standard et normal et il va arriver directement au type du changement urgent
où il va y avoir la même analyse d'impact rapidement et la planification du changement. Mais le changement urgent peut arriver après. Donc, le changement urgent, il peut être mis en place rapidement. Par exemple, on a une mise à jour de sécurité qu'on doit mettre en place très rapidement. On n'a pas le temps pour aller créer la demande de changement, faire l'analyse et tout. Il peut y avoir une analyse rapide qui va être faite, mais on doit mettre en place le changement. Donc, le changement urgent peut être mis en place. Juste de vérifier, bien sûr, le calendrier de changement, voir si j'ai pas un changement qui va impacter mon changement. Donc, je pourrais mettre en place mon changement et ensuite de ça, revenir pour compléter ma demande de changement et la documenter juste pour la rentrer dans le système. Donc ça résume un peu les 3 étapes, les 3 types de changements dans ma demande de changement utile.